Bonjour, donc je suis Bernard de Grune, je suis le commissaire de l'exposition que vous avez été voir à l'ancienne nonciature sur les arts anciens du Mandé médiéval au Mali, entre le Xe et le XVIe siècle, et je vais vous parler un petit peu donc, de la notion de l'art au Mali au Moyen-Âge et de la statuaire en terre cuite dite Djenné-Djenno. Je mets en introduction ici une célèbre statue de la Fondation Ménil à Houston, qui représente pour moi un petit peu l'exemple le plus parfait, et par la qualité de la sculpture et par la position de cet art dit de Djenné-Djenno, qui est un art de la terre cuite essentiellement, et qui vient d'une région qu'on appelle le delta intérieur du Niger. Les Anglais appellent ça le DIN. Alors moi j'ai appelé ça Djenné-Djenno, pourquoi? Parce que je trouve que delta intérieur du Niger c'est un peu long. Alors Djenné, c'est une ville que vous connaissez peut-être par sa mosquée célèbre, c'est une des plus belles villes d'Afrique de l'Ouest. Djenné-Djenno est le site ancien au sud de Djenné où ont été trouvées quelques terres cuites par des fouilles des archéologues américains Roderick et Susan McIntosh. Donc j'ai pris comme nom, parce que finalement on ne sait pas encore tout à fait à qui on peut attribuer ces magnifiques objets, j'ai appris comme nom pour la culture Djenné-Djenno du nom du site où on a trouvé ces premiers objets. Alors j'ai appelé ça un don du fleuve. Pourquoi? Parce que le don du fleuve, c'était une phrase que j'ai reprise de Michael Coe, qui est un professeur à Yale où j'ai fait ma thèse doctorat, et qui parlait de ça pour la culture Olmec, qui est une des cultures mères de l'Afrique centrale, où il y avait une zone aussi très inondée, comme le delta intérieur du Niger. Donc on pourrait dire quelque part, poétiquement, que l'art du delta intérieur du Niger est aussi un don du fleuve, c'est-à-dire du Niger, le Djoliba, ce fleuve extraordinaire qui prend sa source en Guinée et qui se jette dans la mer au Nigeria, et le Bani, son affluent, qui font ce sort de delta inondable 6 mois par an. Alors, voilà, alors, la région où on trouve des objets en terre cuite, c'est ici. Vous voyez le delta autour de Mopti. Vous voyez Djenné là, Ségou, Mopti sur des zones triangulaires. Vous voyez ici, historiquement, disons, la limite des grands empires médiévaux dans l'Afrique de l'Ouest, à commencer par évidemment l'empire du Ghana, qui a été détruit à la fin du XIe siècle par l'invasion des Almoravides au Maroc. L'empire du Mali, bien connu avec le fameux pèlerinage de l'empereur Mansa Moussa, qui est allé jusqu'au Caire et jusqu'à la Mecque, et qui a dépensé tellement d'argent que ça fait chuter le cours de l'or par rapport à l'argent pendant 50 ans. Et les autres empires plus tardifs, donc ça vous resitue un peu cette région dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Et là, vous voyez effectivement la flèche de ce pèlerinage, de cet empereur qui était... Bon, c'est pas l'empereur qui avait produit des terres cuites, mais le centre de l'Empire de Mali était juste au sud de la région des terres cuites, et c'était vraiment une cour extraordinaire qui a été décrite par de nombreux voyageurs arabes au XVe et au XVIe siècle. Alors, qui sont les gens qui peuplent cette région? Alors, c'est je ne vais pas dire, en belge, on dit un melting pot, c'est-à-dire que c'est un mélange de nombreuses ethnies. Alors, une des ethnies les plus archaïques et les plus anciennes, ce sont les Soninké ou les Soninké, qui venaient, à mon avis, de l'Empire du Ghana, où c'était les premiers fondateurs d'un empire, entre guillemets, d'une sorte d'union politique au Xe, XIe siècle. Voilà, vous voyez là une femme Soninké avec une coiffure très élégante dans un livre de Monteil. Bon, ce ne sont pas des races, ce sont des types, ce sont des ethnies. Et vous avez les Soninké, vous avez les Sorko, appelés aussi les Bozo, qui étaient le vieux fond paléonégritique. C'est des gens qui étaient dans le delta intérieur depuis des centaines, si pas des milliers d'années. Et ça, ce sont des photos prises par M. Ligers, qui est un des chercheurs associés à toute l'équipe française d'anthropologie, Griot, Dieterlen, De Gannet, etc., et qui a beaucoup étudié les Sorko. En fait, c'était l'homme qui a le plus publié sur les Sorko dans les années 50 et 60. Vous voyez des vieilles photos de ces pêcheurs Sorko dans leurs costumes traditionnels. Moi-même, quand j'étais au Mali faire mon travail sur le terrain en 83 et en 84, j'ai retrouvé des descendants de ces gens-là qui sont vraiment ce qu'ils appelaient à l'époque le vieux fond, entre guillemets, paléonégritique, donc le vieux fond de la population autochtone de pêcheurs de la région, et qui étaient mes informateurs les plus intéressants sur le symbolisme des terres cuites. Donc ça, c'est les Sorko.
Un peu au sud, vous avez les Babana. Alors je vous ai montré, là c'est une photo probablement d'un grand chasseur avec sa coiffure étonnante comme une mitre d'évêque, avec ses cornes, etc. Les Bamana sont passés dans le delta, mais ils sont installés quand même plus au sud, vers Ségou et en dessous. Et vous avez évidemment, bien connu de tout le monde, les Dogons, qui sont peut-être la population la mieux étudiée de l'Afrique, grâce à cette série d'anthropologues français qui ont passé 40 ans à étudier l'art dogon sous toutes ses formes, et la sculpture dogon, la cosmologie dogon, la religion dogon, la mythologie dogon. Et donc ça, c'est une photo d'un dogon que je trouve assez évocatrice, cette photo, parce qu'on voit là cette sorte de ce vieillard avec une petite barbe en plateau, qui est une indication que l'on retrouve très souvent dans la terre cuite et dogon, enfin Soninké et Djane Djeno, une sorte de vieux sales avec cette petite barbe projetée en avant. Donc voilà les différents types de populations. Depuis combien de temps est-ce que l'on connaît des objets en terre cuite de cette culture de Djane Djeno? Alors ça, c'est la première terre cuite qui n'a jamais été découverte, qui était au musée de Dakar, qui malheureusement a disparu depuis lors. On ne sait pas si elle a été envoyée à Paris ou elle était au musée de l'IFAN à Dakar dans les années 60. Et ça, c'est la photo dans le volume de l'univers des formes, le premier volume sur l'Afrique noire que Malraux avait lancé dans les années 60, fait par Léris et Delange. Et elle a été découverte par un Français, Théodore Monod, en 1943. Et déjà à l'époque, les gens disaient, voilà, il y a là une culture qui a produit des œuvres en terre cuite qui sont sûrement très anciennes. On n'avait pas de manière de dater ces œuvres, donc on n'était pas sûr est-ce que ça avait 200 ans, 500 ans, 800 ans, parce qu'il n'y avait pas de méthode scientifique pour les tester. Mais l'intuition des quelques chercheurs qui connaissaient cet objet-là disaient, bon voilà, il y a là quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et effectivement, c'est une statue de Djane. Bon, il manque un bras, mais elle est archi classique avec la manière dont l'œil, les scarifications, la bouche, la forme de la tête. Donc c'est un objet, vraiment, c'est la première découverte de l'art de Djane qui a été publiée. Ensuite, il y a eu une autre étape qui était importante dans la connaissance de cette culture, c'était les fouilles de deux archéologues américains qui étaient basés à l'époque au Texas, à Houston, et qui ont fait des fouilles en 77, en 80, 81, 85, 87, et qui ont fait vraiment des recherches remarquables comme archéologues sur toute l'archéologie du delta intérieur. Ils ont été à Djeno, et puis ils ont fait des fouilles à Djane aussi. Ils ont été à Dia, ils ont été dans le delta, et ils ont pu faire une tranchée à Djane Djeno, qui est l'ancienne ville de Djane, jusqu'au point zéro. Ils ont montré qu'il y a une continuité d'occupation depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a eu 2000 ans ou 1500 ans, 1600 ans d'occupation dans ce site, ce qu'on ne soupçonnait pas. Donc on voit que l'ancienneté de la population là est près de 2000 ans, et montrait qu'à vers 200 avant Jésus-Christ, déjà à l'époque, ils avaient commencé à domestiquer du riz sauvage pour pouvoir le cultiver, et c'est devenu cette région du delta, donc sur de grandes zones, un petit peu comme la zone de l'Euphrate et du Tigre, qui était inondée 6 mois par an, était devenue une sorte de grenier à blé pour l'Afrique de l'Ouest, où ils produisaient un riz extraordinaire qu'ils exportaient, qu'ils vendaient un peu partout, et ça a créé la richesse de cette région. Ça, c'est une des statuettes, il a perdu la tête, mais trouvée par les Mackintosh, qui est maintenant au musée de Bamako. C'est une statuette couverte de pustules, bon, on en parlera tout à l'heure, symbole de maladie, et qui est de nouveau une statuette classique du style Djane Djeno, découverte dans un contexte archéologique, dans une petite maison abandonnée, probablement dans une niche. Donc c'était visiblement pas des objets funéraires, ça on peut maintenant le dire de manière certaine, mais des objets de culte. Voilà une autre statue qu'ils ont trouvée aussi, qui était très érodée, qui est de nouveau dans cette position classique que l'on reconnaît dans beaucoup de statues de la région, les bras croisés, la tête légèrement tournée vers le haut et agenouillée, qui est, je dirais, la position type ou exemplaire de la statuaire de cette région. Une troisième, lors d'une autre campagne de fouilles qui est particulièrement belle, malheureusement la tête était perdue, mais qui ressemble à certaines que vous verrez dans l'exposition. Je dirais ce que moi j'appelle le style classique 1 dans mon analyse des styles Djane, avec une sorte de grand raffinement dans le modelé des mains, des jambes. Vous voyez ici une sorte de dague le long du bras gauche qu'on retrouve dans beaucoup de terre cuite, qu'on retrouve dans les opérations des cavaliers
et en terre cuite, et les cavaliers Dogon et Soninké en bois. Donc ça c'est une iconographie tout à fait classique, avec un petit travail de décor du fourreau, du poignard, qui est géométrique, qui est très classique du travail ancien du cuivre dans cette région. Un pendentif représenté, que l'on a retrouvé dans des fouilles de la région. On a trouvé beaucoup de petits pendentifs en bronze qui ont cette iconographie un peu abstraite d'influence islamique, on ne sait pas, mais qui est assez fréquente dans la culture. Là, vous avez un bracelet avec une tête de serpent, 2 autres bracelets. Donc, une très belle pièce qui était une des autres pièces que les maquetteurs ont aussi trouvées dans leurs fouilles. Donc, ça, c'est quand même, ça ancre quelque part une chronologie au point de vue de l'archéologie qui est très importante pour cette culture. Alors, j'ai essayé, bon, moi je suis historien de l'art, donc je ne suis pas archéologue. Bon, j'ai fait des fouilles parce que j'ai commencé par l'archéologie et l'histoire de l'art à Louvain. J'ai fait mon doctorat en histoire de l'art, donc je suis historien de l'art, donc je regarde les œuvres et j'essaie d'analyser les œuvres. Et j'ai essayé de faire ce que font les historiens de l'art, c'est d'essayer de faire une sorte d'évolution, un tableau de l'évolution des styles dans l'art de Gianni Geno. Alors pour moi, alors je peux me tromper, mais ce style, dont vous voyez nous deux à l'exposition, enfin une à l'exposition, qui est un style qui, pour moi, est un peu annonciateur de la grande statuaire classique de style 1, 2 et 3, vous avez ce côté fascinant d'une... Bon, c'est un personnage humain, agenouillé de nouveau, dans donc, la position classique, mais on est dans une vision de la représentation d'une idole qui est presque... Je dirais qu'il y a presque un peu un côté, dans ce tête, il y a un côté un peu d'un animal, on ne sait pas lequel. Alors, comme toujours dans l'art africain, c'est ça le génie des sculpteurs africains, c'est l'ambiguïté dans la représentation. C'est humain, c'est complètement humain, ça bouge légèrement vers quel animal? Un animal, que ce soit une antilope, que ce soit un serpent, que ce soit un oryctérope, que ce soit un pangolin. Donc on est ici, à mon avis, la représentation de ce que j'appelle le style archaïque, d'une idole, qu'on pourrait même penser comme une idole sumérienne, tellement elle est à la fois monumentale, simple dans sa conception, mais qui montre déjà à la fois la position agenouillée qui est la plus classique dans l'art de Djenné, les bras le long du corps avec les bracelets, et la présentation de bubons, pustules, boules, qui représentent sans doute des maladies, et dans d'autres, des serpents aussi. Vous en voyez une série, donc ça c'est visiblement... Alors, est-ce que c'est un style qui a précédé les autres? Bon, la manière de dater, comme vous savez, les objets en terre cuite, vous avez une méthode scientifique qui s'appelle la thermoluminescence, qui permet de dater l'ancienneté de la cuisson, mais qui n'est pas d'une grande précision. Donc on a des marges d'erreur de 15, 20, 25%. Donc on ne peut pas faire de chronologie fine sur l'évolution des styles en disant voilà, ça c'est 1420, 1450, 1440. Donc on est un petit peu à 100, 150 ans près, on n'a pas vraiment une vraie chronologie de développement des styles. Il faudrait à l'avenir étudier peut-être des micro-éléments dans les terres cuites, essayer de voir si on peut les dater, etc. Mais vous voyez, dans ce style que j'appelle le style archaïque, il y a quand même toute une série de statues assez semblables qui ont toujours ce côté à la fois humain et, je ne vais pas dire animal, mais un petit peu non humain, qui est assez fascinant, les pustules, la position assise. Et pour moi, dans mon œil d'historien de l'art européen, je suis d'accord, je sentais ça comme une sorte d'archaïsme, d'un début de quelque chose, une annonciation de quelque chose. Alors, ensuite, j'ai proposé ce que j'appelle le style pré-classique. Et là, à mon exposition, là, vous en verrez deux. Et ça, c'est un style que je trouve très fascinant, parce que c'est un style qui est visiblement très abouti. Hein. Ce n'est pas un style un peu fruste, ce n'est pas un début. On voit la manière dont ce personnage est assis, les jambes sur le côté de manière très élégante et à la fois très détendue. Il a la main gauche qui est posée sur le genou, mais il n'y a pas de tension. On sent un personnage sûr de lui, à son aise, assis, qui vous regarde et qui n'a vraiment peur de rien, et qui est très... Une sorte de personnage un peu royal, comme ça, qui vous regarde tranquillement. Qu'est-ce qu'il veut, ce personnage qui me regarde? Il a de nouveau les détails des bracelets ici. On a de nouveau, mais c'est plus sophistiqué dans le style précédent, on a une tête qui est un peu extraterrestre. Hein. Pas mal de gens qui ont vu les deux que j'ai exposés trouvent, oui, on dirait, pas E.T., mais enfin on dirait quelque chose qui n'est plus tout à fait humain. On est vraiment dans
une représentation d'une divinité qui a avec des qualités plastiques différentes, mais je trouve que c'est probablement un des styles les plus aboutis de la statuaire de Genet. On voit que la manière dont les épaules tombent, là on ne voit pas les omoplates, mais les jambes, il y a quand même un raffinement dans le modelé, dans le naturalisme qui est remarquable. Donc je trouve que c'est un style particulièrement abouti. Vous en voyez une deuxième ici. De nouveau, il y a une sorte de consistance. Une fois qu'on a la ligne, on en connaît une quinzaine. Certaines avec des chapeaux coniques comme ça, c'est une sorte de mitre. Vous voyez avec toujours ici des bijoux, des sortes de grandes perles en pierre tubulaire, des pierres rondes. De nouveau le bracelet ici. La même position, toujours les genoux vers la droite ou vers la gauche. Donc il y a vraiment une consistance dans ce style. Alors, qui était représenté, je ne sais pas. Et d'où viennent-ils, je n'ai jamais su. Par les informateurs des uns et des autres, les rabatteurs, les marchands qui les avaient vendus. On n'a jamais pu savoir de quel site, si ça venait de la région centrale du delta Niger, plus au nord ou pas. Un de mes informateurs, Bozo, à qui j'en avais parlé en 84, en disant « si, il y a ce style avec ses petites têtes ». Il me dit « ça vient du nord ». Mais bon, c'était vague. Alors, effectivement, au niveau du modelé et des détails iconographiques, vous voyez comme il y a une sorte de répétition dans la manière dont les sculptures sont faites. Et puis, il y a le troisième modèle avec une sorte de coiffure sur la nuque, comme ça, qui est une sorte comme une chevelure. J'ai entendu dire il y a longtemps par un des marchands qui avait sorti ces objets, qui venaient tous d'un seul site, qui avait une sorte de grand site dans lequel il y avait 15-20 statues alignées comme ça en rond, un petit peu comme le site Olmec, où on a 10 statues, une en jade et 10 en pierre, etc. Donc c'est possible, parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de consistance dans la main qui est quand même très forte. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sculpteur ou une sculptrice potière? C'est difficile à dire, mais il y a une sorte d'identité en toutes ces statues qui est assez fascinante. Là, on arrive, c'est ce que j'avais montré au début de ma conférence. Moi, j'adore cette statue qui est de la Fondation Ménil, qui représente, pour moi d'abord, elle est de très grande taille. Hein, elle a quand même une taille comme ça, qui est quand même, pour l'art de Genet Duno, important. Il y a, je trouve, une perfection dans la tension du modelé des bras, des seins, des jambes. Il y a cet artiste ou cet artiste a vraiment réalisé une œuvre remarquable à tout point de vue. Je trouve que le visage, les détails sont très aigus, très nets. On sent qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'hésitation. Je trouve que c'est un très très grand artiste. Alors vous avez évidemment les bracelets qui sont là, comme souvent le petit pagne qui est là devant. Alors à quoi servent ces trous? On ne sait pas. Est-ce que ça représentait une autre forme de maladie? On ne sait pas. Et là vous avez d'abord ici les fameuses scarifications dont je parlerai pour les objets en bois, hein, qui sont à rapprocher des scarifications des soninké. Et puis vous avez, comme très souvent, qui partent du coin de l'œil, ces sortes de zigzags qui représentent des serpents stylisés. Et vous avez un certain nombre de sculptures où vous avez effectivement comme des serpents qui pleurent des serpents. Bon, le mythe du serpent dans l'Afrique de l'Ouest, c'est très important. Alors, quand j'étais au Mali, je suis parti donc en 83, mission tout à fait officielle avec les gens du Musée national, et je suis parti avec des photos. J'avais fait à l'époque, 5 ans avant, une exposition à Louvain-la-Neuve, et j'avais publié ce fameux catalogue en 1980, qui était le premier livre sur les terres cuites de Genet. Et c'était des objets, une bonne partie était la collection de mon père, qu'il a vendue il y a 30 ans. Et puis il y avait des collections privées, tout ça était sorti par le marché bruxellois. Et je suis parti avec ce livre qui montrait une trentaine de pièces. Je dis, écoutez, voilà, il y a ces objets, ils viennent du Mali, est-ce que vous en savez quelque chose? Et finalement, j'ai pu trouver dans la région du delta intérieur du Niger, essentiellement des sorkos, donc des bozos, des pêcheurs. J'ai trouvé 5 informateurs différents qui m'ont dit, et ces informateurs vivaient dans des villages différents du delta, donc ces gens ne se connaissaient pas, un vivait à 80 km au nord, l'autre à l'est, etc. Et ils m'ont tous dit, oui, oui, ce sont des sculptures que nos ancêtres utilisaient, c'est des divinités, et on priait devant ces divinités. Je dis, comment est-ce qu'on priait? Eh bien, on s'agenouillait dans des positions X ou Y. Et alors, petit à petit, ces informateurs ont dit, voilà, moi je prenais cette position-ci, cette position-là, etc.
ils m'ont donné des explications sur certaines positions. Et ça, c'est Mama Pamanta, qui est Sorko Mama Pamanta, de Dakabori, d'un petit village au nord de Mopti, qui était mon informateur qui avait le plus grand nombre de connaissances. Je crois que c'est celui qui se rappelait le mieux le passé de sa culture Sorko. Et lui, bon, je vous en montre une ici, mais il se souvenait de 15 positions, dont certaines n'étaient évidemment pas dans mon livre. Et si voilà, on se met à jouer avec une jambe comme ça, etc. Ceci c'est pour dans un contexte de querelle, ceci c'est pour avoir des enfants, etc. Donc il avait ses explications sur la gestuelle. Et quand on regarde la gestuelle Geno, on voit que ces terres cuites ont une richesse de gestuelle qui est remarquable. Il y a plus de 66 gestes différents représentés dans la statuaire. Je crois qu'il n'y a aucune autre forme d'art que je sache où il y a une si grande variété dans la gestuelle, que ce soit debout, assis, à genoux, avec un pied en l'air, l'autre pied, la tête tournée, les mains comme ceci, etc. Donc c'est vraiment un corpus de gestes sacrés de prière qui est assez fascinant. Alors, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, est-ce qu'on a d'autres informations sur le symbolisme de la gestuelle au Mali? Et j'ai retrouvé, c'est assez intéressant, en 1955, M. Daget, qui travaillait avec Ligers, qui était donc un informateur français, est allé aussi chez les Beaux-Arts, et déjà à l'époque, lui avait fait des dessins dans un article dans le journal Société africaniste, donc en 1955. On voit déjà la position agenouillée ici. Ça, c'est celle que j'ai montrée du style préclassique, qui est des terres cuites qui sont comme ça, la tête contre le sol, ça couché par terre, un genou debout et l'autre. Donc, déjà en 1955, donc je dirais 40 ans avant que moi je parle à mes informateurs, il y avait déjà des informateurs de la même ethnie qui racontaient la même chose. Donc, ce qui, moi, me réconfortait dans ma recherche en disant, bon, mais je ne suis pas fou, ces gens ne m'inventent pas des choses, ils savaient de quoi ils parlaient, et c'est une vieille tradition. Alors, j'ai évidemment été regardé dans toute la littérature, il n'y avait pas grand-chose. Alors, il y a Paul et Winter, qui étaient des anthropologues de l'ULB, qui ont travaillé chez les Soninké tout à fait à l'ouest du Mali. Et eux, il y a une de leurs planches de leur livre, qui est un gros livre d'anthropologie, où ils montrent des séries de positions prises par un Soninké en disant, voilà, chaque position est en fonction du rang social. Et moi, j'étais parti là-dessus, parce que j'avais trouvé ça avant de partir au Mali. Je me dis, tiens, c'est peut-être qu'effectivement, cette différenciation sociale, ça ne l'est pas, mais ça montrait que déjà, chez les Soninké, la gestuelle avait un rôle très important dans leur culture. Alors, vous avez à l'exposition cette magnifique statue, qui est un style que j'appelle le style classique 1, qui est peut-être le plus abouti, le plus équilibré, le plus parfait de l'art de Gianni Geno, et par la taille, et par la cuisson, par la qualité de la terre. C'est un personnage, vous voyez, chaque fois avec la tête entre les genoux. Il a les côtes visibles, ce qui est très intéressant, ce qui, à mon avis, parle aussi à cette maladie. Il y a des serpents sur les genoux, sur les bras. Vous voyez un modelé incroyable des mains de nouveau. Là, vous voyez des serpents sur le cou. Donc, on voit un personnage dans une position qui est une position quand même de douleur. C'est une position, c'est pas une position de quelqu'un qui vous regarde comme ça droit dans les yeux, mais réalisée de manière tellement parfaite. Vous en voyez une troisième ici du même atelier, si je puis dire. Et vous voyez avec cette tête, avec cette coiffure extrêmement élaborée. Regardez de nouveau ces côtes visibles et même toute la colonne vertébrale est indiquée. Il y a une petite ceinture ici pour le pagne. Je trouve que c'est un des styles les plus accomplis de l'art de Gianni. Voilà la dernière de ce style qui est au musée de Bamako, au Mali, qui est magnifique, que le musée de Bamako a acquis il y a 15 ans, je crois, et qui est un peu le fleuron de la collection du musée de Bamako pour les objets Gianni Geno. Alors je vous montre quelques autres œuvres qui ne sont pas dans l'exposition, mais que j'ai mis dans mon livre. Ça, c'est une œuvre tout à fait étonnante, parce qu'on est là de nouveau dans la mythologie, qui est représentée par cette femme, qui est à la fois, enfin, est-ce que c'est une femme ou un homme, on n'en sait rien. Bon, il a un petit peu dessin, mais ça pourrait être un homme, avec la tête penchée, et de nouveau cette sorte de coiffe qu'on retrouve dans le style préclassique. Un énorme ventre gonflé avec des trous pour y insérer certainement des produits magiques, des produits rituels, on n'en sait rien.
à nouveau les serpents qui sont là, et une position comme celle que vous avez vue dans le dessin d'Aget en 55, avec une jambe pliée et l'autre assise. Donc vraiment un objet qui est étonnant au point de vue plastique, et une tête qui est vraiment de petite taille par rapport à la masse du corps, que je trouve un objet plastiquement remarquable. Alors là, ça c'est un objet célèbre de la collection de mon père, qui est un buste qui représenterait possiblement Sogolon, qui était la mère de Sundiata. Alors Sundiata était le héros fondateur de l'Empire du Mali. L'épopée Sundiata, c'est comme l'Iliade et l'Odyssée pour les Grecs. C'est une épopée qui est très connue par tous les traditionalistes d'Afrique de l'Ouest. Et Dr Geisses, qui est ici au premier rang, avec Anne-Marie Boutiot, on écrit un article que je vous recommande de lire, tout à fait fascinant, dans Tribal Art, où on parle du symbolisme de Sundiata et de sa mère Sogolon. Sogolon qui était considérée comme une vieille sorcière scrofuleuse, monstrueuse, avec des pustules, et qui a accouché de cet enfant, qui était Sundiata, qui est resté handicapé, qui ne pouvait pas marcher jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis subitement, il s'est levé et est devenu ce grand guerrier qui a créé et fondé l'Empire du Mali. Donc il y a ici un symbolisme dans cette sorte de fausse qu'on croyait être une barbe, mais en fait qui n'a rien à voir avec une barbe, cette sorte de femme avec la langue qui sort, qui est étonnant. Le style très classique au niveau des yeux, un peu exorbité, un objet fascinant sur lequel on peut beaucoup dire. Alors, on parlait du serpent, ça c'est l'objet qui est au musée Barbier-Muller. Là, on est dans une iconographie fascinante d'une femme, apparemment, qui accouche d'un serpent. Donc on est vraiment au plus profond du mythe, des mythes anciens de l'Empire du Ghana, avec Dinga et son frère Bida qui était un serpent, qui assurait le bien-être de l'Empire du Ghana, qui a été tué et qui a causé une énorme sécheresse, et qui était une sorte de serpent caché dans un puits à qui on offrait chaque année la plus belle fille du village. Et donc il y a toute une mythologie du serpent qui a à voir à la fois avec la fondation d'un royaume, avec le pouvoir royal, avec le pouvoir de la possession de la terre, qui est un mythe extraordinaire, qui n'a pas été démarré dans l'État interniger, mais qui est très présent dans leur iconographie. Alors vous voyez ici, ça c'est deux représentations de Sundiata, le fils de Sogolon. Là peut-être jeune, à l'âge de 14 ans, quand il va commencer, parce qu'il était paralysé, donc un forgeron lui amène 2 barres de fer qu'il plie, puis il se pousse avec ça, il se met debout. Et une fois qu'il s'y met debout, il devient ce guerrier extraordinaire. Et là, c'est la même attitude, mais c'est une sculpture encore plus élaborée. Et là, il est encore un peu penché. Là, il est presque debout. Et on sent, même si ce n'est pas Sundiata, on sent un visage d'un personnage d'une noblesse impériale dans sa pose. Donc ça, c'est une des allées fascinantes de recherche qu'on doit faire à l'avenir sur ces objets, c'est creuser le mythe. Et là, on a beaucoup de versions sur ces mythes, essayer de voir si certains de ces objets ne sont pas des illustrations de ces anciens mythes de l'Empire du Mali et du Ghana. Ici, c'est ce qu'on appelle les maternités. Alors, mes informateurs me disaient que l'usage de ces maternités avait à voir avec, évidemment, la possibilité d'avoir un ou plusieurs enfants, et qu'on priait devant ces objets-là pour que votre femme soit fertile et 1, 2, 3, 4, 5 enfants avec des taux de mortalité élevés, vous connaissez en Afrique. Alors, ce n'est pas vraiment les enfants, hein. Vous voyez, ils ont des barbes. Celui-là, il tient une petite tenaille, on ne vous voyez pas ici, mais c'est une petite tenaille qui va dans l'oreille de la mère, qui est une mère mythique. Ce n'est pas une maman, elle tient ces 2 personnages, vous voyez, mais ils grimpent dessus, mais il y a des serpents, enfin, il y a une iconographie assez fascinante. Là, et là, vous avez une autre maternité, je dirais pas plus classique, mais là, avec un enfant dans le dos, ça vous le voyez dans beaucoup de tribus africaines, on porte toujours l'enfant dans le dos, et puis 2 autres de part et d'autre sur ses genoux. Il y a plus de tendresse, il y a moins le mythe de la précédente. Un autre aspect de l'iconographie des objets du Mali, c'est évidemment les cavaliers. Et là, on n'est plus dans une mythologie magique, hein, on est dans la représentation de guerriers, de chefs de guerre, de grands princes, qui étaient des grands généraux des armées du Mali. Et il y a un chercheur malien qui s'appelle Youssouf Cissé, qui était un traditionnaliste malinké, qui a fait beaucoup de travail là-dessus. Il a écrit un texte fascinant dans l'exposition Chasseurs et guerriers du musée d'Aper il y a 10 ans,
où il parle de cet ensemble de terre cuite, et il avait été voir des informateurs au Mali, il dit ça, ce sont des grands généraux, peut-être des bobos, donc pas bozos, mais des bobos de voisins, qui étaient des grands militaires, et qui étaient là avec leurs vêtements, vous voyez, leurs shorts, il y avait des grelots sur le cheval, qui était lui-même décoré. Là, il y a un sorte de fantassin avec son carquois. Enfin, c'est vraiment un art, comment dirais-je, impérial de grands guerriers. Vous en voyez, celui-là est à l'exposition. Vous voyez là, alors là c'est intéressant. On n'est plus sur un cheval, mais un bœuf. Alors pourquoi est-ce qu'on a un personnage qui est quand même un personnage important sur un bœuf? Ça, c'est une autre question qu'on doit se poser. Une des explications, c'est que Sogolon était à un moment représenté comme un bœuf très puissant, la mère de Sundiata. Alors, est-ce que ça se représentait Sundiata sur le dos de sa maman? Bon, ça, ce sont des hypothèses à vérifier. Ça, c'est un autre cavalier que vous verrez à l'exposition, qui, lui, est plus classique, avec tout son caparaçonnage, les petits grelots, une polychromie qui est assez extraordinaire. Alors, il y a encore un autre aspect de l'art du Mali qui est très intéressant, qui a été développé à la fois par Anne-Marie Boutchot et Marc Gaïssès dans leur article, et aussi par Christina Van Dijk, qui est l'ancienne conservatrice de la Fondation Ménil, sur la représentation de maladies dans l'art de Djenné. Et elle a fait un énorme travail sur les nombreuses épidémies et maladies qui étaient en Afrique de l'Ouest entre le XIIIe et le XVIe, que ce soit la variole, la peste qui venait d'Europe, des maladies comme la trypanosomiase, des maladies avec des sortes de parasites qui rentraient, qui produisaient des sortes de bubons et de pustules 5 ans plus tard. Donc cette statue pourrait être effectivement une statue qui représente un homme variolé ou une femme variolée couverte de pustules auquel on priait pour se protéger de la variole. Et là, vous avez cette étonnante statue qui est à la fois un vase rituel et une représentation d'une femme, vous voyez, qui sort des larmes en forme de serpent qui sortent de ses yeux, des pustules ici, d'autres serpents, vous voyez ses petites jambes, elle est creuse à l'arrière, c'est un objet qui a, à mon avis, de nombreuses couches de signifiants, et je crois qu'à l'avenir, si on trouve encore des spécialistes qui peuvent en parler au Mali, on pourra trouver des explications assez fascinantes. J'ai voulu montrer aussi quelques objets en bronze, ils sont rares, mais ils existent, qui sont contemporains. On ne peut pas dater le bronze de manière scientifique comme la terre cuite ou le bois, mais celui-ci de gauche est un style très caractéristique dont on en retrouve certains en terre cuite, qui eux sont datés avec ces sortes de grandes oreilles. C'est beau, donc c'est un style vraiment caractéristique du XIVe siècle. Et ça, c'est une autre statue assez étonnante, avec une coiffure très inhabituelle. Est-ce que c'est du vrai bronze ou quels sont les taux de plomb et d'étain? On n'est pas encore au point à ce point de vue-là, mais ce sont comme des très belles fontes. Ce n'est pas des objets très grands, 23 cm. Lui est certainement prisonnier. Il a une gestuelle assez évocatrice de son état. Mais c'est intéressant de voir que non seulement il faisait de la poterie, mais du travail du bronze. Alors, le but de cette exposition est évidemment de montrer qu'il y avait, parallèlement à cette tradition de terre cuite remarquable dans le delta intérieur du Niger, un peu plus à l'est, sur le plateau de Bandiagara, qui est le plateau qui amène à la falaise d'Ogon, de Bandiagara, il y a une statuaire que j'ai moi qualifiée de soninké, Madame Leloup dit Djeninké, qui sont des objets en bois contemporains des objets en terre cuite. C'est-à-dire que tous ces objets ont été testés, datés par des laboratoires de Zurich, de Dr Bodani. Donc on est dans des dates très tôt au XIe siècle, 12e, 13e siècle. Cette statue-ci est assez remarquable parce qu'elle est quasi grandeur nature. Des statues de grandeur nature de cette époque, on en connaît 3 dans le monde. Une au musée du Quai Branly, que vous connaissez, que Madame Leloup avait vendue lors de l'ouverture du Quai Branly, et une au musée de San Francisco, qui est de la même époque aussi, qui est à peu près la même taille, qui vient de la collection Vérité. Donc j'ai voulu montrer qu'il y a une statuaire en bois. Vous voyez de nouveau dans celle-ci aussi les scarifications que vous observez sur les terres cuites, la manière de rendre la barbe en plateau qui est identique sur un certain nombre de terres cuites qu'on retrouve là. Bon, là, le visage est un peu plus abîmé. Vous voyez aussi ces grandes mains que l'on retrouve de manière caractéristique dans l'art de Djenné. Vous voyez ici, par exemple, entre ces deux, cette statue étonnante, qui est une statue qui a été récoltée dans les années 50 par un marchand suisse qui s'appelait Emil Storer de Zurich.
Et quand il a récolté en 51, en 52, elle était déjà gorgée d'huile. Donc cet objet a été récolté à l'époque où il est encore vénéré. Il a été vendu par les gens du village pour des raisons X ou Y. Et 60 ans plus tard, l'huile sort toujours. Donc on est vraiment dans une statuaire en bois qui a été vénérée depuis le XIIIe siècle. Un peu, si vous allez à l'église du Sablon, vous avez le statue de Sainte Wivine pour les yeux qui est encore vénéré, on lui offre des bougies, etc. Donc il y a là une continuité dans un culte représentant des personnages importants au Mali, qui est comme un petit peu ce qu'on retrouve en Europe. Et vous voyez alors au niveau purement de l'histoire de l'art, vous voyez de nouveau la barbe en plateau très caractéristique, vous voyez les scarifications ici, il n'y en a pas, mais là c'est le bonnet, vous voyez ces grandes mains très détaillées que l'on retrouve aussi sur le personnage en bois. Donc voilà, c'est un petit peu un résumé de toutes les questions que cet art nous pose. Je crois que l'art du delta intérieur du Niger est une des formes d'art qui a une histoire longue, une histoire profonde dans l'art de l'Afrique. Vous savez, quand les gens viennent me voir, ils font ces statues, ces masques, est-ce qu'ils sont anciens? Est-ce qu'ils ont... Quel âge ils ont? Bon, la plupart du temps, on dit c'est 100, 150 ans, 200 ans. Mais là, avec le Nigeria, qui est l'autre pays où on a, depuis l'Enoch, on a 3500 ans d'histoire, avec le Mali, on a plus de 1000 ans d'histoire, avec des jalons au niveau des œuvres qui sont assez fascinantes. Donc, je dirais que cette région du Mali est cruciale pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire de l'art de l'Afrique subsaharienne, en dehors évidemment de l'Égypte, qui fait partie de l'Afrique, ce qu'on oublie souvent, mais qui, elle, a son histoire écrite et ses généalogies, etc. Donc cette exposition qui est pas très grande et qui est très courte, qui ne dure que 5 jours, était là vraiment pour essayer de montrer aux gens que ça intéressait que l'art du delta du Niger est une des grandes formes d'art universelles, au même titre que la culture olmèque pour l'Amérique précolombienne ou la culture sumérienne pour le Proche-Orient. Ça fait partie de ces grandes civilisations qui ont évidemment, comme toujours, produit un art assez fascinant. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, oui, madame. L'influence égyptienne? Alors, l'influence égyptienne est un vieux débat. Déjà dans les années 50, 60, il y avait des intellectuels comme Cheikh Anta Diop, etc., qui disaient oui, les cultures africaines se rattachent à l'Égypte ancienne parce que, évidemment, l'Égypte ancienne à l'époque était considérée comme une culture civilisée, tandis que l'Afrique, c'était, bon, moins. Alors, tout le monde a rigolé, disant mais non, l'Égypte, c'est 3000 avant Jésus-Christ, l'Afrique, c'est 19e, c'est pas possible. Mais maintenant, petit à petit, on voit que non seulement, comment dirais-je, les communications par le commerce entre le Sénégal, vous savez qu'on pouvait aller du Sénégal jusqu'au Nil en bateau, parce qu'il y avait à l'époque suffisamment de rivières et de lacs qui fait que d'ouest en est, on pouvait traverser toute l'Afrique et communiquer. Je crois qu'il y a quelque part des liens, hein, surtout avec la fin de la culture égyptienne, le bas empire, etc. Je crois qu'il y a des liens, mais ça va être très difficile de les prouver de manière précise. Mais quand on regarde par exemple la mythologie, de manière approfondie, la mythologie Dogon, on retrouve des mythes qui sont identiques dans la mythologie de la religion égyptienne. Donc moi je ne veux pas refuser les liens. Ceci dit, ils ne sont pas nécessaires, dans le sens que lien voulait dire, ah oui, les Africains ont dû aller demander aux Égyptiens pour pouvoir inventer quelque chose. Non, ils ont pu très bien l'inventer aussi, vous voyez. Et ça a pu aller dans les deux sens. Donc, peut-être, peut-être pas. Je crois que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, une fois qu'on aura fait plus de fouilles et qu'on aura mieux étudié l'Afrique, qui est très peu fouillée archéologiquement, on trouvera peut-être des indices plus probants dans un sens ou dans un autre, quoi. Pour une statuaire issue de l'Empire dernier, c'est un peu étonnant, c'est très rare dans le monde en général. Oui, alors, les seuls qui ont des armes, ce sont la série des cavaliers. Hein. Vous en avez un qui avait un carquois avec des flèches, et puis souvent ils ont des petites dagues. Mais je dirais qu'en général, je crois que ces images représentent ou le mythe dans l'histoire, ou des maladies, etc., et la manière de guérir des maladies.
Donc en général, ça représentait un petit pourcentage, représentait probablement des guerriers et surtout les statues de cavaliers. Et là, on a un petit peu de glorification militaire, mais il ne faut pas oublier que le delta intérieur du Niger n'était qu'une petite partie de cet empire du Mali, dont la base était plus au sud de Bamako, et qui était un empire gigantesque. Et ça, c'est une province, c'est un art d'une province. Donc ce n'est pas, c'est ce qui a survécu, mais ce n'est pas l'art officiel de cours de l'empire du Mali. Donc il faut séparer, si vous voulez, enfin, en plus la notion de l'empire, nous on voit ça comme un empire allemand ou un empire des Habsbourg ou des Bourbons, etc. Non, c'était quand même des associations beaucoup plus subtiles, des liens de commerce, rituels, etc. Mais que ce n'était pas un empire aussi structuré que les empires qu'on a en Europe. Donc c'est pour ça que je crois que la représentation d'armes et de choses jouait un très petit rôle dans l'iconographie de la statuaire. Gigi. À l'11e, 10e, 11e siècle, le moment des objets plus anciens, oui. Retrouvés à Djenné-Djenno, la ville de Djenné était déjà islamisée depuis 2 siècles. Oui. C'est-à-dire l'islamisation en Afrique est très rapide. On a quelques idées sur les relations entre l'islamisation d'une ville qui est pratiquement à côté du site, dans lequel on fait des choses qui n'ont apparemment rien à voir avec la tradition islamique. Alors, c'est un vieux débat. Alors, c'est vrai que l'islam a pénétré l'Afrique de l'Ouest très tôt, depuis les Almoravides. Et quand on relit les descriptions des voyageurs arabes musulmans, on voit que même à la cour de l'empereur du Mali, il avait ces gris-gris, entre guillemets, ces objets de pouvoir dont certaines étaient des terres cuites, et en même temps, il y avait le côté, le rituel musulman. Et je crois qu'avec Djenné et Djenné-Djenno, je relisais rapidement l'autre jour un rapport de Mackintosh, ils ont fait une carotte à Djenné, en se disant Djenné, la nouvelle ville où il y a la mosquée, ne doit pas être très ancienne, c'est quand ils ont petit à petit abandonné Djenné. Non, en fait, Djenné, le début de Djenné, c'est vers 800 ou 700, donc c'est plus ancien qu'on ne le pensait. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est une théorie, je crois que le delta intérieur du Niger au XVe siècle était beaucoup plus peuplé qu'on ne le pensait. Et il y a eu, je crois, entre autres, ce qui explique le nombre important d'objets avec des puces, il y a eu des épidémies épouvantables et des guerres, ce qui fait que tout s'est dépeuplé. Ils ont abandonné la vieille ville de Djenné-Djenno, ils sont tous installés à Djenné, et le syncrétisme islam-animiste a toujours fonctionné ensemble. L'un n'empêchait pas l'autre. Et je crois que quand on voit même maintenant à Tombouctou les gens de Daesh qui ont détruit les tombeaux des saints musulmans, ils disent oui, mais vous vénérez des saints, c'est pas dans les... Je crois que l'islam en Afrique noire a toujours été intelligent, c'était du commerce, de la religion, mais c'était pas quelque chose de rigide. Et je crois qu'il y a eu une sorte de fusion intelligente, et on peut même voir dans certaines iconographies une influence islamique, le fameux pendentif musée Barbier-Muller, en bronze. Moi, je ne peux pas le prouver, mais on sent une iconographie d'influence islamo-mauresque. Bon, alors, il faudrait vraiment qu'il y ait des gens qui se penchent là-dessus de manière approfondie, mais donc, pour répondre à ta question, je crois qu'il y a eu, en parallèle les deux, et puis je crois qu'il y avait une petite couche de marabouts et de gens qui étaient dans le commerce, qui étaient musulmans, et puis le reste de la population, jusqu'à aujourd'hui, gardait leur tradition ancestrale. Oui, parce que la pénétration islamique est une pénétration soufie. Voilà. Donc une pénétration qui ne prétend pas... Ils ne veulent pas convertir tout le monde, quoi. Qui voilà. est tolérant et qui se mélange exactement. avec les traditions africaines. Beaucoup plus que les missionnaires européens qui disent maintenant vous devez vous convertir, tout brûler, c'est fini. Donc je crois que l'islam, à cette époque-là, était beaucoup plus souple, on dit, et bon... tolérant jusqu'à un certain point. Bon, je crois que ça dépend, parce qu'il y a eu peut-être aussi des gens intolérants à d'autres époques aussi, quoi. Merci. Oui, madame. Alors oui, la grande question, est-ce que ces objets sont funéraires? Ils n'ont rien de funéraire. Donc les morts sont enterrés parfois dans des grandes jarres. Ils ont fait des fouilles, des énormes jarres grandeur nature, ils le mettaient là-dedans. Ou bien ils les enterraient dans la terre, mais il n'y a aucune connexion quelconque entre la statuaire en terre cuite que vous voyez. On pense aux tombes des pharaons en disant on fait une belle tombe et on met des belles statues. Non, il n'y a absolument aucun lien. C'est des objets rituels
de temples, ou comme des églises chez nous, mais ce n'est absolument pas des objets. On n'a trouvé aucun, dans toutes les fouilles des objets de Djenné, aucun objet avec une association d'ossements humains. Donc voilà. Donc ça, et je vous dis, en fonction des tribus, il y avait des enterrements ou dans des jarres chez les Bozos, ou parfois dans la terre. Alors vous avez évidemment au nord du Mali, vous avez des sites. Il y a un site extraordinaire qui s'appelle El Oualedji, qui est un site qui a été fouillé par Desplagne en 1905, qui est une pyramide, hein, qui est une énorme pyramide. Et là, c'était pour un roi important, et là, il y avait une chambre funéraire. Mais là, on est beaucoup plus au nord, on n'est plus dans la région des terres cuites, on est presque vers Tombouctou, quoi. Et ça, c'est un peu exceptionnel. Bon, ben écoutez, merci, voilà.